conviction pour terminer cette matinée. On va accueillir le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, directeur général d'Esion, de TOT Digital. Alors lui, son credo, c'est l'harmonie, c'est le mouvement, c'est la transparence. Et au moment où on parle de collectif, de co-construction, les valeurs chrétiennes qu'il promeut prennent tout leur sens, évidemment, avec une vraie identité, avec des convictions fortes. Il va nous rejoindre dans quelques secondes. On applaudit encore tous nos invités, Verity Smith, Enoch Effa et Aliette Monnier-Lompré, qui ont été avec nous. C'était une table ronde vraiment intéressante. On va se retrouver avec Pierre Guillet, que je vais accueillir. Des convictions fortes, et évidemment, on prie pour qu'il ne fasse jamais une croix sur le partage. Pierre Guillet, merci de l'applaudir et de l'accueillir sur cette scène. Vous avez un micro près de vous, Pierre, merci d'être là. Les convictions. On va parler de ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On va braquer les projecteurs dessus. Alors c'est un mouvement, c'est pas un syndicat, déjà il faut le préciser, hein. Oui, c'est un mouvement, donc on n'a pas de rapport avec l'État, on ne défend pas des positions d'entrepreneurs. Cependant, on a des relations avec les autres mouvements d'entrepreneurs en France, qu'on connaît bien, et aussi avec les mouvements de syndicats de salariés. Qu'est-ce que vous promouvez, qu'est-ce que vous proposez aux dirigeants, aux entrepreneurs, voilà, et d'où vient ce mouvement? Il y a un historique qui est intéressant, vous allez voir. Alors, les EDC viennent en fait au début d'un mouvement, le mouvement des patrons chrétiens, hein, qui était au début du XXe siècle, qui s'est un petit peu cherché et qui progressivement, surtout à la fin de la guerre, fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est séparé entre une branche syndicale, qui était le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, et donc le CFPC, qui est l'ancêtre des EDC, le Centre français du patronat chrétien, et donc qui a été donc à l'origine incarné par des grandes familles du nord de la France et de l'ouest de la France qui avaient développé une vocation assez marquée sur le plan social, d'intégration, on pourrait dire peut-être une forme de paternalisme qui n'est pas forcément très bien vue aujourd'hui, mais qui a initié en fait un certain nombre de réformes qui sont devenues après des lois et qui sont devenues des standards. Quelque part, elles étaient ces familles en promouvant ça en avance de phase. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, les EDC, c'est un mouvement de 3500 chefs d'entreprise et dirigeants, qui, ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est notamment le président du MEDEF. C'est un des seuls mouvements et syndicats compris qui est en croissance. On est en croissance forte, notamment auprès des jeunes. Alors justement, vous êtes un mouvement, vous êtes dans des credos forts, hein, avec ou sans jeu de mots d'ailleurs. Vous avez coutume de dire, Pierre, que l'idée c'est d'unifier. Mais unifier autour de quoi en fait? Et unifier quoi? Parce qu'on parle d'identité, de dislocation, de machine à fragmentation. En fait, pour répondre à cette question, je vais vous expliquer pourquoi en fait un entrepreneur ou un dirigeant rejoint les EDC. Et en fait, il recherche à unifier sa vie. Il recherche à unifier une vie personnelle, une vie professionnelle et une vie spirituelle pour être lui-même tout le temps, en toutes circonstances, et pas être un chrétien le dimanche et puis un salaud le lundi. Enfin voilà, pour être lui-même. Il y en a eu dans les grands patrons, hein. On va citer personne. Oui, bien sûr. Donc en fait, pour vivre ce qu'il est pleinement tout le temps. Voilà. Donc pour cela, déjà, l'adhésion est forcément volontaire, mais on s'appuie sur la pensée sociale chrétienne. Et en fait, cette pensée sociale chrétienne, qui repose sur 6 piliers, en fait, on peut s'y retrouver même si on n'est pas chrétien. Alors moi, je veux bien écouter ces 6 piliers, vous aussi, je suis sûr. Puisque en fait, ces 6 piliers reposent en fait sur... Il y a un chapeau, le chapeau, c'est la dignité de la personne. Et après, il y a 5 autres piliers que sont le bien commun, la solidarité, la participation, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Jean-Claude Mailly qui vous écoute avec beaucoup d'attention, Jean-Claude.
Donc en fait, ces principes, voilà, qu'on ne va pas forcément développer, mais je vous propose qu'on parle de certains d'entre eux ce matin, sont des véritables leviers en fait, du vivre ensemble dans l'entreprise. Et des vrais leviers, j'en ai entendu parler tout à l'heure, de fraternité. J'ai été appelé à la présidence des EDC il y a quelques mois. Donc, j'ai rien demandé, j'étais pas candidat, je suis pas prêt. Et en fait, on m'a appelé. Donc, j'avais le droit de dire non. Bon, j'ai dit oui, mais j'ai pas dit oui tout seul. Voilà, j'ai consulté évidemment mon entourage parce que c'est un engagement important. C'est un engagement où en fait on donne du temps. Dans la destination universelle des biens, on fait un peu une relecture de ce dont on est riche. Et aujourd'hui, on est riche de son temps. Et quand on décide de donner, ce qui est mon cas, 2 jours par semaine à ses convictions, forcément, eh bien, il faut s'organiser un petit peu. Je suis parallèlement entrepreneur. J'ai 30 salariés. On va parler de votre entreprise après. Hein. Donc, il faut pouvoir faire les deux, essayer de bien faire les deux et trouver un équilibre. Parce qu'il ne faut pas non plus partir dans des compromis hasardeux et négatifs. Donc, en fait, je ne sais plus où je voulais en venir. Vous parlez des 6 piliers. Oui, voilà, des 6 piliers. Et donc... Il y en a un, subsidiarité, et vous avez reçu un prix par rapport à ça, vous, Pierre. Oui, alors là c'est pareil, c'est peut-être la raison pour laquelle on m'a appelé à la présidence de ce mouvement. C'est que j'ai reçu un prix, le prix de la pensée sociale chrétienne au titre de la subsidiarité. Et je m'y attendais évidemment pas, puisque on ne candidate pas là non plus. On reçoit le prix parce qu'on est dénoncé par des gens qui ont observé des comportements. Et j'avais fait des choses dans mon entreprise un peu comme M. Jourdain, pensant que c'était bien. Et en fait, ce bien était peut-être pas pratiqué ailleurs, justement en matière de gouvernance, en matière d'inclusion et surtout dans la mise en œuvre de la subsidiarité. Alors c'est un mot qui peut paraître peut-être un peu complexe. C'est pourtant un des principes fondateurs de l'Europe. Ce n'est pas forcément mis en application aujourd'hui en Europe, mais la subsidiarité, ça consiste à faire descendre le niveau de responsabilité au plus bas niveau possible. C'est exactement l'inverse de la délégation. La délégation, on va donner une partie de son pouvoir à quelqu'un d'autre. La subsidiarité, c'est qu'on va donner le pouvoir au plus bas niveau possible de responsabilité, ce qui va permettre de faire grandir les gens. Donc, mettre en œuvre la subsidiarité, c'est laisser s'exprimer la capacité de chaque individu dans l'entreprise à se prendre en main et à mettre en œuvre ses talents. Et si jamais il arrive en limite de capacité, c'est d'être là, à ses côtés, soit pour prendre le relais, soit pour peut-être le former, l'accompagner pour passer un petit cran au-dessus. Et ce principe permet de révéler des talents. Puisque là aussi, c'est un des points chers aux EDC, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des talents. On parle d'identité aujourd'hui. Moi, j'aime bien parler de talents, en fait. On est tous doués de talents, mais on ne les connaît pas forcément. Et ces talents, en fait, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Et pour que ces talents s'expriment, la subsidiarité, c'est un véritable révélateur. Et quand on peut révéler les talents des collaborateurs, là, on a un levier de performance incroyable dans une entreprise. La performance, justement, elle n'est pas contradictoire avec toutes ces valeurs. Au contraire, elle permet justement d'avoir une performance, j'allais dire, humaine. Vous êtes un entrepreneur, vous acquérez des entreprises. Racontez-nous votre parcours, parce qu'il rejoint vos convictions, évidemment. Je ne sais pas s'il rejoint mes convictions, mais enfin, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. J'ai eu une carrière salariée pendant une quinzaine d'années, et après, j'ai eu l'occasion de reprendre une première entreprise. Et là, j'ai travaillé dans le monde financier. Donc, quand on commence à côtoyer des banquiers, des fonds d'investissement, bon, le financier, finalement... il n'a pas d'expertise, si ce n'est dans son domaine qui est la finance, mais il n'est pas issu d'un métier en particulier, d'un univers. Donc finalement, il ne peut pas faire grand-chose.
Et donc j'ai essayé de prendre le contre-pied de ça et je me suis dit, en fait, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que j'aime faire. Et moi, je suis bricoleur. Voilà, je suis bricoleur, j'aime la technique. Et finalement, en relisant un peu mon parcours, la finance, c'est aussi de la technique. Sauf que ce n'est pas une technique pratique, c'est une technique plus intellectuelle. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la technique pratique. Et j'ai repris une entreprise technologique dans un univers qui m'était complètement étranger. C'est la détection de fuites de gaz dans l'industrie. Bon, je le dis rapidement pour ne pas vous endormir, mais eh bien, j'ai commencé par apprendre à câbler des composants sur des cartes électroniques. Enfin, je suis allé en fait, à la production, c'était une petite entreprise, pour fabriquer tous les systèmes que l'on vendait. Et puis après, je les ai vendus. Et puis après, j'ai repris une autre entreprise. J'ai développé des filiales à l'étranger. Mais voilà, ça s'est fait par construction progressive. Et à chaque fois, en essayant, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de comprendre quels étaient les talents de mes collaborateurs. Et je n'ai pas hésité, en fait, à déplacer des collaborateurs qui étaient malheureux, en fait, qui étaient malheureux dans ce qu'ils faisaient et qui rendaient les autres malheureux autour d'eux. Et tout simplement parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Et en les déplaçant, en leur proposant, mais parfois en les poussant un petit peu à bouger parce qu'ils n'étaient pas forcément volontaires, j'ai eu des résultats et des révélations incroyables. En fait, il y a l'utilité de chaque personne, de chaque talent, vous le disiez, dans l'entreprise. Alors ça, c'est le chrétien qui parle. On a tous, chacun, des talents et on est tous différents. Il faut essayer de, par contre, les découvrir pour pouvoir les mettre au service. Et ça, moi, j'en suis intimement convaincu et je suis intimement convaincu que chacun a sa place dans l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est trouver ses talents et mettre ses talents à la bonne place. Alors, les questions identitaires, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui fait avancer les choses ou est-ce que c'est pénalisant? Je sais que vous avez un avis, surtout quand il y a des notions qui sont importées. On en a parlé ce matin. Hein. En fait, l'entreprise est un univers dans lequel l'identité est une richesse. L'identité, on en parlait tout à l'heure, c'est l'altérité. Et c'est l'altérité qui va permettre à l'entreprise d'être réellement performante, puisqu'on va combiner, on va associer une multitude de différences. Et c'est en cela que l'entreprise va devenir performante. Donc il faut savoir attirer justement ces identités, ces différences, mais sans renforcer le caractère identitaire, mais plutôt en mettant en avant les talents de ces identités différentes qu'il y a dans l'entreprise. Alors, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une culture américaine qui arrive en Europe, mais l'Europe est bien armée, je pense, est bien ancrée pour pouvoir vivre sans forcément tout ce qui arrive des États-Unis. Moi, je pense que c'est probablement un cri de la société américaine, que ces revendications identitaires et un cri d'un mal-être que on n'a pas forcément dans toutes les entreprises en France, tout du moins dans les PME. Peut-être que voilà, les grandes entreprises sont plus internationales et sont peut-être plus soumises à ces problématiques parce que voilà, leur rayonnement international fait qu'ils ont des collaborateurs un peu partout. Parce que l'entreprise, on pourrait considérer que c'est presque une micro-société. Hein, donc. Mais l'entreprise est une micro-société. Et comme aujourd'hui, les corps sociaux en France... l'éducation nationale, les mouvements, les différents représentants de la société civile, l'État, sont pas forcément vécus par le citoyen comme des interlocuteurs ou des représentants de leurs préoccupations, eh bien, se réfugient peut-être plus dans l'entreprise où là, il y a un lieu d'expression, un lieu d'échange, quand c'est possible évidemment, mais un lieu d'échange est là où on a une véritable capacité à faire vivre un vivre ensemble. Comment vous vivez, vous, dans l'entreprise, votre identité, alors, sans militantisme, mais aussi en affichant ses convictions
vivre avec. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre, justement? L'unité de vie, on est soi-même. Enfin, il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. On est ce qu'on est. Et bon, dire qu'on est chrétien, c'est pas forcément ni un avantage ni un désavantage. Voilà, ce sont nos convictions. Le dire, enfin, ne pas le dire ou le cacher et faire l'inverse de ce que nos convictions nous amènent à penser. Là, ça pose un véritable problème. Mais quand on est soi-même, je pense qu'il n'y a pas de notion de revendication. Donc moi, je ne fais aucun prosélytisme dans mon entreprise. Par contre, je prie pour mes collaborateurs. Vous leur dites. Je peux être amené à leur dire, y compris des collaborateurs qui n'ont pas du tout les mêmes convictions que moi. Et j'ai été amené pendant le Covid à avoir un instant de vraie fraternité avec l'un de mes collaborateurs qui est musulman pratiquant, parce qu'il avait perdu des parents pendant cette période de crise sanitaire. Et je suis allé le voir parce que je savais qu'il était très malheureux. Et je lui ai dit, écoute, voilà, sache que je prie pour toi, pour ta famille. Et à cet instant-là, il a pleuré et j'ai senti qu'il y avait une vraie fraternité entre nous. Et bon, je n'ai pas calculé, voilà, j'étais moi-même, il sait que je suis chrétien, et recevoir ça d'un chrétien, ça ne l'a ni choqué, ça l'a ému, et ça a créé un lien. Voilà, je ne peux pas vous dire qu'il faut le faire, c'est un instant qui s'est présenté comme ça. Un bel instant, on parlait de positive attitude, on est en plein dedans. Comment ça se passe quand il y a un entretien ou un entretien d'embauche ou les NAO, c'est de la confession, comment ça se passe? Non, évidemment. Alors, moi, personnellement, je suis convaincu qu'un entretien, ce n'est pas un événement unique dans l'année ou dans la vie du collaborateur. L'entretien, c'est tout le temps. L'entretien, c'est tout le temps. Il faut tout le temps être en discussion avec l'ensemble de ses collaborateurs sur eux, sur ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que ça, c'est indispensable que l'échange soit permanent. Donc, oui, je connais bien mes collaborateurs. Oui, je connais leur vie familiale. Oui, lorsque j'ai une collaboratrice qui a un mari qui a été 4 fois opéré pour des problèmes cardiaques et qui a des difficultés pour garder ses enfants, des difficultés pour venir travailler, des difficultés pour vivre sa vie, et ben forcément, je lui dis, écoutez, voilà, prenez des jours, on ne va pas les compter, on s'en fout. Ce qui compte, c'est votre mari, votre famille, et c'est maintenant qu'il y a un sujet. Donc tout le reste, on s'en fout. Comment est-ce qu'on fait avec ces sujets liés à télétravail, travail hybride, la vie pro, la vie perso, qu'il faut conjuguer de plus en plus on dit dans les valeurs chrétiennes, puisque je le suis aussi, être en vérité, j'allais dire. Comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là? Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein? Oui, moi je pense qu'on ne peut pas cloisonner. Si on unifie sa vie, on ne peut pas cloisonner. On vient en entreprise avec ses problèmes familiaux. Donc, quand on a des problèmes familiaux, on est moins performant. On n'est pas concentré, on est préoccupé. Et l'entreprise doit pouvoir accueillir ça. Mais pour ça, il faut être en vérité. Donc, faut discuter, il faut être proche de ses collaborateurs. Et il faut pas. L'entreprise n'est pas une somme d'individus qu'on essaie de coordonner. L'entreprise, ce sont des personnes qu'on amène à collaborer ensemble. Donc, c'est pas de la coordination d'individus divers, éparses. C'est de la collaboration de personnes qu'on associe pour faire un collectif et pour vivre une aventure. Et donc, quand il y a eu ces réflexions-là sur la raison d'être des entreprises, évidemment que nous, on s'est embarqué là-dedans tout de suite. Parce que, et comment faire pour que ce ne soit pas tarte à la crème, quoi? Voilà. Eh bien, il faut que ce soit le collectif qui s'exprime sur ce sujet. Il faut que ce soit tous les collaborateurs de l'entreprise qui soient associés à définir ce pourquoi est faite l'entreprise, plus qu'un slogan marketing défini par un COMEX parisien pour des entreprises multinationales.
Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux collaborateurs dans ces notions aujourd'hui qui sont prégnantes de engagement, attractivité, comment les embarquer? On parlait tout à l'heure, alors, pardon du parallèle, on cherchait à donner du sens, à donner une vision. Comment vous voyez les choses par rapport aux autres chefs d'entreprise qui adhèrent aux EDC? Moi, je pense que l'entreprise, elle doit être dans son territoire. Dans son territoire, elle doit être incarnée, c'est-à-dire l'entreprise est un acteur social. Donc, dans son territoire, elle n'a pas que son activité, elle a aussi les liens qu'elle crée avec ses clients, ses fournisseurs, mais aussi le territoire, la commune, voire des associations qui gravitent autour de l'entreprise. Et je dirige une entreprise qui est en Île-de-France, dans les Yvelines, pas forcément très accessible. On n'a aucun mal à attirer des développeurs. Bon, ça paraît bizarre, mais en fait, pourquoi? Et en plus, avec un dirigeant qui est chrétien, qui est le président des EDC. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est engagé dans notre territoire à s'intéresser à quel impact on pouvait avoir sur diverses associations qui étaient autour de nous. On s'est investi évidemment pour donner du travail à un atelier de travail adapté. On a participé et on continue de participer à un potager urbain qui s'est développé pour créer du lien social entre les habitants de la ville et les entreprises qui étaient voisines. Et enfin, je ne sais pas si vous vouliez qu'on en parle, mais on a une prison à proximité de l'entreprise qui est une maison centrale. Alors, une maison centrale, pour ceux qui ne connaissent pas, il doit y en avoir 5 ou 6 en France. C'est les maisons dans lesquelles on enferme les condamnés à de lourdes peines. Donc, ce sont des gens qui, en général, ont tué, ont violé, ou aussi sont parfois des terroristes. Et donc, à Poissy, il y a une maison centrale. Et ça, je l'ai découvert. Je savais qu'il y avait une prison, je ne savais pas que c'était une maison centrale. Et un de mes voisins a développé un atelier au sein de cette maison centrale. Et lorsqu'il m'en a parlé, tout de suite, ça m'a parlé, peut-être à cause de mes convictions, et j'ai décidé de lancer ce projet dans l'entreprise. Et là, ça a été une véritable aventure de liens et de recherche justement de la vocation, la raison d'être de l'entreprise avec les collaborateurs. Puisqu'on n'a pas voulu faire ça sans demander l'avis de l'ensemble des collaborateurs, donc on a commencé par faire des petits ateliers pour laisser s'exprimer les gens, et globalement, il y avait un refus général. C'est-à-dire, ils sont condamnés, ils l'ont mérité, on ne va surtout pas s'occuper d'eux. Bon, c'était un peu mal barré. Et donc, j'ai décidé de laisser s'exprimer les gens autour de ça. Et j'ai invité la directrice de la prison dans l'entreprise pour répondre à toutes les questions. Et là, il y a quelques doigts qui se sont levés de personnes qui étaient éventuellement d'accord pour participer au projet. Donc, on a commencé à réussir à fédérer une petite équipe. On a avancé un peu dans le projet pour voir ce que ça pourrait couvrir. Et là, il y a eu un accord de l'ensemble des collaborateurs pour qu'on y aille. On a créé cet atelier. On a recruté un premier collaborateur. Alors vous, qui êtes tous des RH, recrutez un prisonnier qui est enfermé. Le premier détenu, il est condamné à perpétuité. Celui qu'on a recruté. Pour lui faire de l'électronique, câbler des composants électroniques, intégrer ces circuits électroniques câblés dans des systèmes, étiqueter, tester, pour finalement réaliser un produit final qui après va être vendu, et en plus un équipement de sécurité. Donc, ce qui est un petit peu une forme de clin d'œil. Et donc j'étais dans la prison, au sein de la prison, pour recruter parmi 5 ou 6 prisonniers qui étaient intéressés, celui qui nous intéresserait. Évidemment, ils n'avaient aucun passé professionnel, ou des passés professionnels qui étaient peu alignés avec le câblage électronique. Et je dis avec un de mes collaborateurs qui était venu avec moi, Charles, ce que je te propose, c'est que on classe en fait les gens tous les deux, et puis on verra si on a le même classement à la fin de l'entretien. Il me dit oui, d'accord, mais on fait comment pour classer? Je dis écoute Charles, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que on prendra celui qui a l'œil qui brille quand on lui parle de ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait, et on avait le même classement.
Donc on a pris ce collaborateur, et là je vous le dis, ça fait toujours rire tout le monde, mais bon, c'est vrai, qui en plus s'appelle Jésus, j'y peux rien, et qui n'est pas d'origine portugaise, un Français du nord de la France, et donc on a recruté Jésus. Et en fait... Les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. Voilà. Et en fait, on a vécu dans l'entreprise et pour moi-même une vraie transformation. Parce que en fait, et ça c'est un des points les plus importants de ce que je voulais dire ce matin, c'est que quand on est confronté à la fragilité, c'est là ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et ça a été le cas pour, pas tous les collaborateurs, mais pour beaucoup des collaborateurs de l'entreprise. Et j'ai eu des conversations avec Jésus que je vais voir régulièrement. Et je peux vous assurer que quelqu'un il est condamné à perpétuité, ça fait plus de 20 ans qu'il est incarcéré. Donc c'est un vrai cabossé de la vie. Il a des moments d'euphorie, puis des moments où il déprime complètement. Il y a des moments où il travaille super bien et des moments où il fait rien du tout. Donc l'histoire des 35 heures, on est plutôt à une dizaine, quinzaine d'heures en moyenne. Donc, les paramètres sont pas ceux qu'on peut connaître, mais on a une vraie rencontre de l'autre. Et en fait, et là on rejoint un des autres piliers, le principal peut-être de la pensée sociale chrétienne, on lui donne une dignité. Et on lui donne une dignité parce qu'on lui a donné un travail, et que ce travail, ça lui permet d'exister. Et en fait, il en a été privé pendant 20 ans. C'est intéressant ce que vous dites, je vous coupe, mais le travail lui permet de se révéler. Exactement. On n'est pas dans le bon courage, et puis surtout bon courage. Hein. Le travail permet de se révéler, de s'affirmer et d'exister. Exactement. Et c'est pas la pénibilité, comme on dit. Et c'est pas la pénibilité. Et on lui confie pas un travail de labeur, on lui confie aussi un travail intellectuel parce qu'il rencontre des problématiques, il faut qu'il les résolve. On n'est pas tout le temps là sur place pour l'aider. Et donc, il se passe parfois une semaine ou 15 jours et il doit résoudre les problèmes qu'il rencontre. Et ça, juste une dernière petite chose, puisque j'ai en particulier un collaborateur qui va régulièrement donc dans cet atelier pour plutôt discuter finalement, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de parler, que résoudre les fameux problèmes techniques. Et ce collaborateur, ça nous a permis de révéler des talents en lui qu'il n'avait pas imaginés. Il nous a demandé de faire une formation au tutorat et il est devenu un mini-entrepreneur dans cette activité de gestion de la prison. Il a révélé des qualités incroyables qu'on n'avait pas du tout soupçonnées. Et lui-même, il s'est épanoui dans l'entreprise. Et par ricochet, dans l'entreprise, les autres collaborateurs ont aussi changé leur regard sur la prison, changé leur regard. Et aujourd'hui, on parle de Jésus comme un des collaborateurs de l'entreprise. Le Dieu y est parmi nous. Voilà une belle histoire, une belle tranche de vie. Pierre, vous parliez d'euphorie en parlant de Jésus et parfois de périodes de déprime. C'est un peu le lot de tous les dirigeants. Hein. C'est le quotidien. La solitude du dirigeant, on en parle beaucoup. Hein. J'anime des événements pour 60 000 rebonds. Ça aide d'être chrétien, d'avoir... Ah ben oui, forcément, parce que quand on est chrétien, notre gouvernance... On parle à l'autre Jésus, là, pas celui de Poissy. Mais oui, exactement. Ben oui, on remet ses joies à ses peines. C'est-à-dire que, moi, je prie tous les jours et je fais une petite relecture de ma journée. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aujourd'hui ? Plutôt dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il y a eu de beau aujourd'hui ? Merci. Voilà. Et en fait, le lendemain matin, je me dis, Seigneur, je t'offre cette journée. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer, mais je suis heureux de tous ceux que je vais pouvoir rencontrer, des difficultés que je vais avoir à résoudre. Aide-moi si jamais je ne suis pas à la hauteur, parce que je ne suis pas parfait et j'ai beaucoup de défauts, mais aide-moi. Et je vis ma foi au quotidien et sans aucune difficulté. Lieu de prière dans l'entreprise ? Non.
on n'est pas une grosse entreprise, pas de lieu de prière, on peut prier partout, on peut prier sans lieu, quelles que soient les religions. J'empêche personne de prier quand il a envie de prier. Voilà un petit moment de recueillement. Une prière, c'est juste parfois merci. Hein. Merci Seigneur, c'est une prière. Qui veut réagir et qui veut parler? Oui. Yves, on va te laisser le micro. Oui, merci. Écoutez, dans les 2 dernières interventions qu'on a, il y a 2 mots qui apparaissent, la dignité et la différence. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que, comme formateur ou comme chef d'entreprise, le plus gros danger qu'on peut avoir, c'est de s'apercevoir qu'il y a des collaborateurs ou des élèves qui préfèrent rester noyés dans l'anonymat de la masse plutôt que d'avoir le courage d'afficher leurs différences. Évidemment, quand la différence se voit, vous avez vu le témoignage tout à l'heure, il faut l'assumer, mais on n'a pas le choix. Mais quand la différence ne se voit pas, qu'elle est au fond de soi-même, qu'est-ce qu'il est parfois confortable de s'endormir dans la masse, de s'effacer devant l'autre. Ça, c'est pas la dignité du tout. Et ce qui est remarquable dans ce que vous venez de dire, c'est effectivement, c'est une forme de courage. Et il faut insister auprès de l'autre pour qu'il ose devenir ce qu'il est, qu'il ose afficher sa différence. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. La richesse, c'est l'articuler des différences en apparence incompatibles et qui le deviennent. Donc c'est ça que je voulais dire, et on a essayé, notamment à l'IGS, d'avoir des formations qui permettent de mettre à jour les différences. Et au fond, on dit à quelqu'un, va vers toi-même, deviens toi-même. La conquête des possibles, Yves. La conquête des possibles, ou également ce qu'on trouve dans les textes sacrés. Hein. Dieu dit à Abraham, l'Echléra, va vers toi. Quitte tes enveloppes protectrices. C'est vraiment le courage d'être soi-même. Pour citer Gide, et devient ainsi Nathanaël, le plus irremplaçable des êtres. Courage d'être soi-même dans la dignité par rapport à soi-même et dans la différence par rapport à l'autre. Alors, ce que je voulais dire très brièvement. Je peux parler une demi-heure là-dessus, mais tu vas m'interrompre. Non, merci beaucoup, Yves. Pertinent et passionnant comme toujours. Qui veut réagir à ce qu'a dit Pierre Guillet? Alors, vous savez ce que je vous propose? On va applaudir Pierre et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. C'est Violette qui dit ça. Donc, bon appétit, à tout à l'heure. Merci Pierre Guillet. Merci.